Que dire maintenant sur l'avenir à partir du point d'arrivée où j'en suis maintenant, c'est-à-dire au fond du bouquin La revanche des contextes qui touche donc à la fois 20 ans, 30 ans même de recherche empirique, 30 ans de réflexion théorique, on peut dire même 30 ans de recherche collective. Quid maintenant de l'avenir? Bon, on n'a pas épuisé toutes les perspectives d'une anthropologie de l'ingénierie sociale. Il est clair qu'il y a encore matière à d'innombrables thèses, programmes de recherche qui peuvent se faire, vu que l'ingénierie sociale est tellement omniprésente dans la vie quotidienne, que ce soit en Afrique, en Europe. On peut aussi d'ailleurs, je pense qu'une grande partie de ce qu'on a analysé en Afrique peut être valable pour l'Europe, pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a rien qu'on trouve en Afrique qu'on ne trouve pas aussi en Europe. Mais on le trouve avec des styles différents, des modalités différentes, des ampleurs différentes, des localisations différentes. Bien sûr, la corruption, on sait bien qu'elle est omniprésente aussi en Europe, mais autrement. Quand je vais à l'hôpital, je ne vais pas donner de l'argent à l'infirmier, au brocardier, au médecin, etc., pour qu'on s'occupe bien de mon malade. Il n'y a pas de petite corruption au niveau de l'hôpital. Il y a par contre de la grande corruption au niveau des travaux publics, des bâtiments, des marchés municipaux, des marchés électoraux, des armes, etc. Mais donc c'est pas les mêmes. La corruption est logée autrement et se pratique autrement, pas avec les mêmes, et pas dans les mêmes sites. Donc c'est ça qui va différencier les deux. Alors, quand j'ai parlé des écarts dans les politiques publiques, c'est-à-dire que entre ce qu'une politique publique telle qu'on la conçoit au départ et comment elle arrive dans un contexte donné, il y a un grand écart, ce qu'on appelle l'implementation gap dans la littérature sur les politiques publiques. Bien sûr, ça existe partout. Ça existe en France, en Suisse, bien sûr. Simplement, les écarts ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas de même nature. On va dire qu'en Afrique, pour des raisons historiques, l'occupation coloniale, 1, l'omniprésence de l'aide au développement, 2, la logique dominante des élites locales, 3, les écarts sont beaucoup plus grands. Il n'y a pas des choses qui seraient uniquement typiques en Afrique, mais les écarts au total sont plus grands. Donc on peut mieux les observer. Pouvant mieux les observer, peut-être qu'on peut reporter ensuite le regard sur l'Europe dans des endroits où les écarts sont moins grands, pour les observer aussi. Alors, certains le font déjà, on n'est pas inventé. Donc ça peut être intéressant de commencer à comparer, et de comparer un commissariat à Abidjan, un commissariat à Berlin. Il y a Berchien qui fait ça d'ailleurs un peu, et c'est tout à fait intéressant ce genre de choses. Donc on peut voir comment il y a différents systèmes d'écart dans une même profession. Les sages-femmes, plutôt professionnelles, les sages-femmes aussi en Europe font, mais ce n'est pas exactement les mêmes normes pratiques. Pourtant il y a aussi des écarts, mais pas pour les mêmes raisons. Il y a des épisiotomies abusives en Afrique et ça, mais pas forcément pour les mêmes raisons et pas avec la même ampleur. Donc voilà, une chose c'est qu'on peut, à partir de ce qu'on a nous observé en Afrique, utiliser cette méthode ou cette perspective plutôt d'investigation, l'utiliser aussi. Et moi, ça m'est arrivé de discuter avec dans des séminaires en Europe, avoir des gens assez intéressés en disant mais au fond, ce que vous avez fait en Afrique, pourquoi on ne le ferait pas nous aussi ici? Les normes pratiques, c'est typique. Bon, d'autres l'ont fait avec d'autres noms, bien sûr, mais généraliser un peu plus les normes pratiques pour voir ce qui se passe, les normes pratiques des fonctionnaires de l'immigration, les normes pratiques des fonctionnaires du cadastre, les normes pratiques du greffier du tribunal de grande instance de je ne sais pas où. En Europe, ça peut être intéressant. Donc voilà, une première perspective, c'est de passer que pour une fois, la théorie passe de l'autre côté. Souvent, la théorie vient de l'Europe et on l'applique à l'Afrique, mais là, ça peut être parfois l'inverse. Donc je pense que ça peut marcher. À voir, tout ça c'est un problème empirique, c'est pas. Mais je pense que normalement, on peut. Je veux dire autrement dit, partout il y a les mêmes ingrédients, mais ils ne sont pas dans les mêmes proportions, du coup la sauce n'a pas le même goût. Donc la sauce n'a pas le même goût en Europe et en Afrique évidemment, puisque les ingrédients sont mélangés de façon complètement différente. Mais je pense que là c'est bien parce que ça permet de ne pas partir d'une différence de nature entre l'Afrique et l'Europe que je réfute complètement, parce que ça me semble pas du tout vrai, quoi, pas du tout vrai. Ça, c'est une première perspective. J'en vois 3. Première perspective. Seconde perspective, la recherche-action sur partir des normes pratiques au lieu de partir des normes officielles. Les politiques publiques, quand une politique publique ne marche pas,
qu'on se rend compte au bout d'un certain temps qu'elle n'a pas porté les résultats prévus, qu'est-ce qu'on fait? Une nouvelle politique publique, avec de nouvelles normes officielles, qu'on va introduire dans les mêmes contextes. Et dans ces mêmes contextes, qu'est-ce qui va se passer? Les normes pratiques vont l'emporter de nouveau sur les normes officielles. Ils vont contourner, détruire, démobiliser, arranger, mélanger les normes officielles. Ça ne marche pas et on va refaire. Donc autrement dit, chaque fois, on refait de nouvelles couches de normes officielles. Est-ce que ce n'est pas plus intéressant de partir des normes pratiques et de voir dans les normes pratiques celles qui règlent la routine des quotidiens, celles qu'on peut changer, modifier, accepter, tolérer? Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans une recherche-action avec le LASDEL sur ce qu'on a appelé les réformateurs de l'intérieur ou les experts contextuels. Autrement dit, de temps en temps, nous avons rencontré des exceptions admirables. Une sage-femme qui n'applique pas toutes les normes pratiques des sages-femmes. Il les modifie. Elle en a certaines plus bienveillantes vis-à-vis des parturiantes, plus efficaces en termes de qualité des soins. Ce n'est pas pour autant qu'elle appliquera toutes les normes officielles. Jamais. Jamais. Mais elle va supprimer certaines normes pratiques, en modifier d'autres, et respecter les suivantes. C'est ça la réalité. Est-ce que ce n'est pas ces gens-là qu'on devrait appuyer? C'est ça notre hypothèse. Donc c'est ça que la recherche-action qu'on mène, c'est exactement là-dessus. Repérer ces réformateurs de l'intérieur. Il y a un groupe au LASDEL qui a fait ça depuis 2 ou 3 ans maintenant. Ils ont identifié une cinquantaine dans le domaine seulement de la santé maternelle au Niger, seulement celui-là, une cinquantaine de réformateurs, des sages-femmes, des médecins, des santé maternelle et infantile, des médecins chefs de district, etc., même un directeur d'hôpital. Et donc, on a identifié une cinquantaine, on les a mis en réseau, un groupe WhatsApp entre eux, des visites entre eux, et on a identifié une sorte de bilan de toutes leurs innovations. On a environ 200 petites innovations locales qui ne respectent pas les normes exactes de l'OMS. Hein. Non, non. Mais c'est une innovation locale à partir du bricolage local pour améliorer un petit peu. Et on a ça. Donc maintenant, après, donc c'est déjà ça. On voudrait continuer. C'est-à-dire que ça monte en puissance et que leur travail soit reconnu, diffusé, qu'on en parle dans les séminaires de formation, etc. Ou qu'on étende à chercher d'autres réformateurs. Et puis surtout que les experts nationaux commencent à discuter avec ça. Parce qu'au fond, ces gens-là, c'est ce qu'on appelle les experts contextuels. Eux connaissent les contextes parce qu'ils sont dans le travail. Mais ils sont experts contextuels pour 3 raisons. Un, parce qu'ils connaissent le milieu. Ils y travaillent. Ce sont des gens d'en bas, si on veut dire. Ce sont des gens du terrain. En bas, ça peut être assez haut, hein, ça peut être un directeur d'hôpital. Mais ce sont des gens du terrain, on va dire. Mais ça ne suffit pas. Tout le monde est des gens du terrain. Tous les gens sur le terrain ne sont pas forcément des experts contextuels. On y rajoute un second critère. Il faut qu'ils soient une capacité de distance et d'analyse critique vis-à-vis de leur propre contexte. Ils sont sur le terrain, mais ils sont capables de voir ce qui ne va pas sur le terrain. Ils sont capables de voir que ça ne marche pas très bien, le terrain. Ce n'est pas tout le monde. 3e critère, non seulement ils sont capables d'analyser, d'avoir une distance vis-à-vis du terrain, mais ils veulent le changer. Autrement dit, ils ont ce qu'on appelle un concernement. Ils sont concernés par les changements, ce que Canguilhem appelait concernement. Ils sont concernés, un investissement dans le changement, une envie de changer. Ces 3 critères, pour nous c'est ça, les 3 critères d'une expertise contextuelle. Il y en a, ce sont nos 50 réformateurs, là, c'est ça. Mais on ne les considère pas. Qui va leur demander? Personne. Jamais on les consulte. Même quand les experts du ministère font une réforme, ils ne vont jamais consulter ça. Les experts du ministère, ils ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. Ils ont beau être nigériens, parler la même langue, ils ne savent pas. Les experts de l'OMS ne savent pas non plus. Donc notre idée, c'est d'essayer de faire que maintenant, pour élaborer des réponses à des problèmes qui n'ont jamais été résolus, ce qu'on appelle nous des nœuds critiques du système de santé. Il y a plein de nœuds critiques du système de santé. Mettre ensemble nos experts contextuels et des experts nationaux. Et dire, ben voilà, partons des réalités, partons des normes pratiques, partons des routines. Qu'est-ce qu'on peut changer là-dedans? Partons pas des protocoles de l'OMS, partons pas des protocoles de l'UNICEF, partons de ces nœuds critiques qui sont inventoriés. Nœud critique, l'épisiotomie abusive. On fait trop d'épisiotomie parce que c'est une source de gain ou c'est une source de confort pour la sage-femme, c'est une source de souffrance et de péril pour la parturiente. Ça, c'est un nœud critique. Trop de raquettes aux dépens des femmes. Un accouchement qui doit coûter 2000 francs CFA, il coûte 8000. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut dire que plus personne ne prend? Oui, on a une sage-femme réformatrice, elle a réuni ses sages-femmes, elle a dit, vous prenez 8000 alors que c'est 2000. Maintenant, vous prenez que 4000. C'était réaliste. Si elle disait que 2000, personne n'allait la suivre, elle a été là. Mais elle a baissé.
personne, c'est pas officiel ça. Bon, c'est ce que je veux dire. Alors, donc l'idée c'est de développer des recherches là-dessus et d'inciter dans d'autres pays, d'autres chercheurs africains. C'est beaucoup plus facile pour des chercheurs africains que pour des chercheurs européens d'investiguer ça, parce qu'il faut être sur place, il faut connaître ces routines, il faut, etc. La plupart des chercheurs européens, ils n'ont pas le temps, ils sont en mission. Certains peuvent connaître, hein, mais pour les chercheurs africains, c'est beaucoup plus utile. Et puis surtout, c'est nos interlocuteurs, c'est le ministère de la Santé, ce n'est pas les bailleurs de fonds. Parce que les réformes, elles vont venir de l'intérieur. On sait très bien que les réformes de l'extérieur ne marcheront pas. Donc dans le domaine du développement, ce n'est pas l'OMS, ce n'est pas l'UNICEF, ce n'est pas la Banque mondiale qui va changer les gouvernances, ce n'est pas vrai. S'il y a pas, donc là, l'idée c'est de partir de ces micro-réformateurs de l'intérieur et d'essayer de les faire monter en puissance, de les faire un peu reconnaître par les si possible par certains gouvernements, là où ils sont un peu à l'écoute, par certains ministères de la Santé, et de voir si on peut élaborer des mini-réformes du système de santé partant des réalités, partant des normes pratiques, partant des modes de gouvernance, partant voilà, des contextes locaux. Voilà, ça c'est la deuxième direction. Troisième direction, c'est est-ce qu'on peut appliquer notre regard de type basé sur les discordances et les contextes un peu, l'alternance entre une analyse fine des contextes et les variations entre contextes, etc., à des problèmes nouveaux. Puisque nous, on a fonctionné surtout sur les services publics, essentiellement. On est parti essentiellement sur les services publics. En fait, notre chantier, ça a été la justice, l'éducation, les services sociaux, la sécurité de proximité, évidemment la santé. Et oui, c'est ça. Donc, c'est les essentiels des trucs sur lesquels on a travaillé, je crois. Et les municipalités, pardon. Les municipalités, la décentralisation. Ça a été un autre thème important. On a travaillé là-dessus. Ça, c'est nos thèmes privilégiés et on voit qu'il y a plein de travaux qui se font aussi dans le monde, enfin en tout cas en Afrique maintenant, sur ces sujets. Est-ce qu'on peut étendre ça à d'autres sujets? Alors, on peut dire, est-ce que ça vaut aussi pour le secteur privé? Je ne sais pas. Mais on peut penser que le secteur privé a aussi ses normes pratiques, a aussi ses machins, et qu'on pourrait engager le secteur privé, pas simplement sous l'angle des procédures et du management habituel, mais bon, ça c'est une piste, il y a certainement plein de gens déjà qui travaillent là-dessus. Deuxièmement, des phénomènes politiques et je veux dire, émergents, extrêmement prégnants aujourd'hui. Là, je pense évidemment au problème de l'islamisme et du djihadisme, qui ne sont pas la même chose, hein, mais qui ont des problèmes du fondamentalisme, plus exactement, du salafisme et du djihadisme. Parce que ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça bouleverse quand même beaucoup les certitudes. Si on prend l'histoire de l'Afrique traditionnelle, l'histoire du djihadisme, il y a eu du djihadisme en Afrique au XIXe siècle. Il n'était pas du tout du même nature que celui-là. C'était un djihadisme qui n'était pas de type tel salafiste. C'était pour l'essentiel, c'était lié à des mouvements confrériques en particulier. Ce n'est pas du tout la même nature que maintenant. On se trouve maintenant avec un truc complètement nouveau. Est-ce qu'on peut analyser, alors par exemple c'est une piste, on est en train d'essayer de voir est-ce qu'on peut analyser la gouvernance djihadiste dans les zones qui contrôlent. Il y a plein de zones où aujourd'hui l'État n'est plus présent, où l'État n'est que formellement. Il n'y a que des signes extérieurs d'État. Il y en a même de moins en moins des signes extérieurs d'État. Il n'y a quasiment plus d'État dans une partie du Burkina, la moitié du Burkina, la moitié du Mali, peut-être un dixième du Niger. Et de fait, c'est les djihadistes qui contrôlent les marchés, qui sont les grands lieux de récolte des taxes, qui contrôlent les mosquées, ça bien sûr, qui font partir les écoliers, les maîtres d'école, etc. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Là aussi, on peut étudier ça, en faisant, voilà, est-ce qu'il y a un modèle religieux, il y a des entrepreneurs politico-religieux. Bon, donc je pense qu'on peut aller maintenant vers de nouveaux chantiers qui ne sont pas simplement les chantiers de l'État, de l'État et du développement. Nous, on a fait ça, je pense qu'on peut en faire encore, ça va encore se passer une dizaine d'années, puis au bout d'un moment, il y aura forcément, on aura un peu marre d'étudier, on ne peut pas étudier pendant 2 siècles les mêmes sujets, c'est clair. De même que, bon. Donc il y a un possible de renouvellement du côté, par exemple, dans les zones de la gouvernance, non plus de l'État, mais d'autres types de gouvernance que celle de l'État. Comme si c'était la gouvernance djihadiste ou la gouvernance associative. Il y a des thèmes, par exemple, sur lesquels j'ai toujours voulu chercher
des doctorants, j'en ai jamais trouvé, et je ne trouverai jamais, mais j'espère qu'un jour il y en aura. La gouvernance mécénale en Afrique. C'est un sujet auquel personne n'a pensé encore vraiment. Pourtant, le mécène joue un rôle très important. Le mécène, c'est le ressortissant. C'est le gars du village qui a réussi à la ville, qui est parti comme grand commerçant. Je parle du mécène au Niger, mais il y en a partout dans tous les pays. Il est parti comme grand commerçant sur la côte. Il envoie de l'argent régulièrement. Il fait construire une mosquée dans son village. Il fait construire une école, etc. Ou bien c'est celui qui est parti en ville, qui a fait une carrière. Il est devenu ministre, il est devenu haut fonctionnaire. Il envoie de l'argent au village. Parfois, c'est les immigrés en France qui envoient l'argent dans leur village originaire au Mali, des choses comme ça. Donc le mécénat. Quelqu'un d'extérieur qui envoie de l'argent dans le village. C'est un mode de gouvernance très particulier, mais qui crée des services publics. Bon, ça n'a jamais été vraiment encore étudié. Bon, il y a encore de quoi faire. Et puis, je veux dire, s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est des bons diagnostiqueurs et on est des mauvais prophètes. Et donc, moi, je peux diagnostiquer ce que j'ai fait et ce que j'ai pu contribuer à diagnostiquer, mais il ne faut pas trop me demander de prévoir l'avenir et les sujets sur lesquels, dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 50 ans, les gens travailleront. Vraiment.